Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode du PG Podcast. Donc, dans le dernier épisode, nous avons parlé de mon année d'hospitalisation à la clinique pour mon anorexie. Donc, dans cet épisode, je vais vous raconter ce qui s'est passé ensuite, donc ma sortie de la clinique, puis mon année de terminale au lycée, ma découverte de la musculation et plein d'autres sujets encore. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont suivi les premiers épisodes. Donc pour faire un petit récapitulatif par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, donc pour résumer, j'ai passé 1 an en clinique, donc j'ai eu une année, on va dire, coupée du monde, où j'ai pu avoir pas mal d'expériences, j'ai pu apprendre de nouvelles choses, j'ai réussi à surmonter la première grosse difficulté que j'ai eue avec cette maladie de trouble du comportement alimentaire, d'anorexie. Donc là, pour le contexte, je vous avais raconté donc toute mon année à la clinique et puis ensuite ma sortie. Donc j'étais sorti au mois de juillet 2015 et ensuite j'avais passé 2 mois d'été, donc plutôt bien. Donc même s'il y avait eu un coup de moins bien, je vous avais dit, à cause d'un arrêt brutal d'un médicament qu'on m'avait prescrit à la clinique. Donc voilà pour les informations par rapport au dernier épisode. Donc là, on se retrouve à la rentrée de terminale. Donc en gros, je retrouve mon lycée que j'avais quitté pendant 1 an. Donc je retrouve d'anciens camarades de classe qui ne m'avaient pas vu depuis cette maladie. Du coup, je suis tombé dans une très très bonne classe en terminale, je m'en plains pas, il y avait une très très bonne ambiance, je me sentais à l'aise, j'étais avec de très bons camarades, j'avais un copain à moi qui s'appelle Benjamin qui était dans ma classe, et c'était une personne qui était venue me voir à la clinique directement, qui était venue me voir à l'hôpital. Donc voilà, je suis toujours reconnaissant envers cette personne puisqu'elle elle m'a toujours considéré comme vraiment un ami, surtout dans ces moments-là. Donc voilà, c'était une bonne chose de me retrouver avec lui en classe. Donc voilà, le début de l'année se passe bien. Et comme je vous ai dit, j'étais inscrit en salle de musculation depuis l'été, enfin depuis un peu plus quand même qu'avant ça. Et durant cet été, j'étais vraiment tombé amoureux, on va dire, de la salle. J'avais envie d'y aller tous les jours. J'y allais pas forcément tous les jours, mais j'avais cette envie d'aller tous les jours. J'étais tout le temps à écouter des vidéos sur le sujet de la musculation. Je me faisais des programmes. Je me souviens, j'avais un cahier sur lequel je notais tous mes entraînements, tous les nouveaux programmes, mon plan alimentaire, mes calories, etc. Donc on va voir qu'après ça s'est un peu détérioré, mais c'était dans une bonne intention au départ, de bien faire les choses. Et j'avais en fait cette nouvelle passion pour ce nouveau sport, puisque avant moi c'était le vélo, la natation, etc. et puis le renforcement musculaire à la clinique. Et puis là j'ai découvert la salle, et comme c'était l'année de terminale, donc j'ai dû faire avec, c'est-à-dire que l'année de terminale au lycée, vous devez quand même passer du temps à travailler et à réviser chez vous, donc pour avoir des bonnes notes le long de l'année, et après pour avoir le bac aussi. Donc j'allais à la salle 3-4 fois par semaine. Je me suis entraîné pendant longtemps en full body au début, et j'avais vraiment cette passion, cet engouement et cette motivation pour m'entraîner que je n'ai plus retrouvé aujourd'hui. Enfin, j'ai toujours bien sûr envie de m'entraîner, pour moi c'est devenu un mode de vie, une habitude d'aller à la salle, de faire mon entraînement, etc. Mais au début c'était vraiment la phase de lune de miel, en fait, que beaucoup de pratiquants de musculation connaissent cette phase. Au début on est tout excité, enfin on découvre un monde, vraiment on a l'impression que il y a plein de choses à découvrir, que on va se changer physiquement, et au départ il y a cette fausse, on va dire, comment je pourrais dire, j'ai le mot anglais en tête, mais en français ça vient pas. Cette fausse attente, de croire qu'on va développer un physique incroyable en peu de temps, puisqu'on a cette image. Moi, quand j'ai commencé, là c'était en 2015-2016, donc les réseaux sociaux, Instagram et tout, ça a commencé à prendre de l'ampleur, on va dire, à partir de ce moment-là.
Et du coup, je regardais les vidéos des influenceurs, Thibaut InShape, etc. à l'époque, Body Time, enfin il y avait plein de trucs comme ça. Et pour moi, il n'y avait pas du tout la notion de dopé, pas dopé ou quoi que ce soit. J'étais complètement ignorant par rapport à ces choses-là. Donc je m'étais dit, en un an de muscu, au début, je pensais que j'allais progresser très vite. En fait, je pensais que plus j'allais mettre d'efforts dans ce que je faisais à la salle, plus j'allais progresser. Donc ça se passe plutôt bien. Je commence, les 2 premiers mois en été, je faisais un peu n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais mon entraînement il changeait assez souvent. Je faisais trop d'exercices, je faisais trop de, je testais un peu comme au début. Beaucoup de pratiquants font ça. C'est pas mauvais de faire ça, de tester plusieurs exercices, plusieurs méthodes d'entraînement, etc. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment pour quelqu'un qui est débutant au début, c'est de se souscrire à une méthode qui fonctionne. Et puis ensuite, une fois qu'on a stagné sur cette méthode qui fonctionne, pour 99% des gens, on peut passer à autre chose sur un truc plus personnalisé. Mais au départ, avoir un programme qui est, on va dire, plus général, c'est généralement bon. Donc voilà, les 2 premiers mois, j'ai pas forcément énormément progressé, mais j'ai quand même pas mal progressé. Mais en fait, j'ai commencé vraiment à bien progresser quand je me suis soumis à une routine de full body 3 fois par semaine. Donc cette routine de full body, elle s'appelait ICF 5x5. Donc je l'avais trouvée sur le site Muscle and Strength, et c'était un YouTuber qui avait fait ce programme d'entraînement de full body. Donc chaque séance commençait par le squat et en 5x5. Donc pour vous dire, c'était vraiment un programme hardcore. Vous commencez le squat, ensuite vous faites développé couché, ensuite rowing bar, ensuite shrugs, triceps, biceps, abdos. La deuxième séance, c'est soulevé de terre, développé militaire, rowing encore, développé couché serré, curl et abdos et lombaires, il me semble, quelque chose comme ça. Et en fait, vous alternez entre un entraînement A et un entraînement B. En fait, vous faites lundi, mardi, mercredi, par exemple, vous faites lundi A, mercredi B, vendredi A. Et la semaine d'après, vous faites B, A, B. En fait, c'est toujours alterné. Et avec ce programme, je progressais très vite. Au début, moi, j'avais un niveau vraiment au ras du sol, pour ce qui est de la force. De part parce que j'étais un poids de corps vraiment faible. Et puis en plus, comme je venais d'un sport d'endurance, vous imaginez que ma force au début, c'était aux abysses. Donc le problème avec un programme comme ça, et quand on commence avec un poids de corps assez bas, qu'on a un corps qui est fragile, et qui n'est pas forcément apte à faire ce genre de programme, parce que même si c'est que 3 jours par semaine, c'était un programme vraiment de torture. De torture. Imaginez-vous faire un 5x5 au squat 3 fois par semaine, à chaque fois en augmentant le poids à chaque fois, essayer de progresser. Donc j'ai vite progressé et j'ai vite commencé à stagner et à faire un peu des retours en arrière. Donc le programme disait qu'en gros, à chaque fois qu'on stagnait, il fallait baisser le poids de 10%. Et ensuite repartir de ça. Donc j'ai fait plusieurs fois cette manœuvre, mais ce qui m'a aidé à progresser le plus les premiers mois, c'était de manger, et mon poids du corps a vraiment monté à ce moment-là. Je crois que j'ai pris 10 kilos. J'ai pris 10 kilos vraiment très vite en quelques mois avec ce programme d'entraînement, et j'ai commencé à prendre peur. J'ai commencé à prendre peur parce que dans ma tête, c'était j'allais devenir gras. Alors que, je vous dis objectivement maintenant, de mon point de vue, je n'ai plus les photos, puisque toutes les photos de cette époque-là, je vous expliquerai plus tard dans un autre épisode, j'avais tout supprimé. Mais je me souviens que mon corps, même je faisais 65 kilos pour 1m81, 82. Et c'est quand même un poids qui est faible. Mais moi, je trouvais que j'allais devenir gros. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça m'a beaucoup freiné dans ma progression par la suite. Donc du coup, je progresse, et puis j'ai toujours ce dilemme sur l'alimentation, et je commence à reverrouiller un peu l'alimentation, de me dire voilà, là tu t'es forcé sur la nourriture, faut se calmer. Parce qu'il faut savoir que les premiers mois de musculation, moi c'était un peu open bar. Bien sûr c'était que de la nourriture
saine, entre guillemets, healthy. Mais j'ai essayé de me forcer pour manger, puisque voilà, j'avais vu qu'il fallait manger, etc., pour prendre du muscle, blablabla. Mais voilà, j'avais du mal à accepter en fait de perdre ma définition, alors qu'en gros je perdais rien parce qu'au départ j'étais un squelette et que bien sûr j'avais une définition, des veines de partout, etc. Mais c'était pas du tout sain. Et là, le fait de prendre du muscle, de prendre un peu de rétention d'eau, etc., je supportais pas. Donc j'ai continué à faire ce programme sans forcément m'alimenter le mieux possible. Et même ce programme a été trop difficile pour quelqu'un voilà, qui n'est pas 100% sain, 100% en bonne santé. Donc j'ai commencé à avoir des blessures à droite à gauche. Donc je me faisais mal, mal au dos, mal à l'épaule. Il y a même un jour sur une séance, j'ai cru que j'allais me déchirer le pec. Mais enfin, c'était rien du tout. Mais voilà, c'est que le programme était trop puissant pour quelqu'un comme moi. Et par la suite, j'ai appris que c'était un programme qui, pour la majorité des gens, était trop difficile à suivre si on n'avait pas l'alimentation derrière, le sommeil, la prise de masse bien en surplus. Donc voilà par rapport à ce programme. Mais du coup, je suis monté jusqu'à 65 kilos de mes 55 à la sortie de la clinique, assez vite. Donc ça, c'était sur la première partie de l'année scolaire. Donc voilà, après en cours, l'année du bac, c'est une année stressante. Je sais que moi, il y avait beaucoup de personnes dans ma classe qui étaient pas forcément voilà, rigoureux, etc. Moi, j'étais toujours dans mon délire en fait de tout faire bien. J'essayais voilà, de faire les cours au mieux, de faire la salle. Mais c'était compliqué, je me rendais compte qu'en fait, quand j'allais à la salle le lundi soir, par exemple, et que je rentrais vers 20h, manger, etc. Et ensuite, je vais faire mes devoirs, aller me coucher, et ensuite aller encore en cours le lendemain et tout. C'était difficile, donc je pouvais pas m'adonner à 100% à mes devoirs comme je l'aurais voulu. Ça m'a pas empêché d'avoir des bonnes notes sur l'année, etc. et d'avoir un bac mention très bien ensuite, voilà, à la fin de l'année, etc. Mais bon, voilà, le bac, j'ai pas trop d'opinion sur le bac. On va dire que, voilà, pour moi, ça sert pas forcément à grand chose si je dis ici comme ça. Mais voilà. Donc, par rapport à ce programme de musculation, je commence à me blesser, je commence à avoir des douleurs. Donc, ça réactive des mécanismes, des anciens mécanismes que j'avais, donc restreindre la nourriture. Et du coup, j'ai commencé à me mettre dans un mood de tout calculer. Donc, en plus, j'ai acquis, donc je pense que c'était une mauvaise acquisition à ce moment-là, une montre Fitbit. Donc, une montre Fitbit à l'époque, c'était des montres, enfin, ça existe toujours, mais les premières montres Fitbit, en fait, c'est des bracelets qui calculaient le nombre de pas que vous faites à la journée et qui calculent également le nombre de calories que vous dépensez. Donc, c'est une estimation, bien sûr. Mais du coup, je me fiais de plus en plus à cette Fitbit. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ça me disait de faire 10 000 pas, je devais faire mes 10 000 pas. Si ça me disait que j'avais dépensé tant de calories, mon plan alimentaire, du coup, devait refléter ces tant de calories-là. Et du coup, même si j'essayais de suivre un plan alimentaire, en fait, ça a vite tourné à un plan alimentaire de plus en plus restrictif. Mes petits déjeuners étaient vraiment... Quand je faisais ma prise de masse pour monter à 65 kg, je faisais des très très bons petits déjeuners. Des œufs, des flocons d'avoine, du fromage blanc ou des choses comme ça. J'ai acheté énormément de compléments chez MyProtein, bien sûr une perte d'argent, mais de la protéine en poudre. J'avais mes collations que j'emmenais au lycée, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, c'était bon, je restreins, je mange 500 calories par repas, donc 500 calories au petit-déj, 500 calories au déjeuner, 500 ou 600 calories au dîner, un petit snack entre les deux. Mais pour quelqu'un de ma taille et pour l'activité physique que je faisais, donc j'allais quand même au lycée en vélo, je faisais de la muscu 3 fois par semaine, il y avait le sport au lycée, je faisais également de la natation de temps en temps la semaine, et après ça s'est vite tourné vers 2 ou 3 séances en plus de la muscu par semaine, puisque voilà, j'avais mon objectif en fait. Quand j'étais arrivé aux 65 kilos, je m'étais dit, il faut que je reperde du gras. Et oui, quelle idée de prendre du gras, bien sûr, selon ma maladie à ce moment-là. Quelle idée de prendre du gras, c'est mauvais. Donc voilà, il faut que je perde du gras.
Donc mon plan alimentaire, etc. Et je repars dans cette restriction, bien sûr pas autant restrictive qu'auparavant, puisque voilà, j'avais appris, voilà, en gros, j'avais appris de mes erreurs, mais c'est parti vite dans une restriction et dans une obsession de devenir le plus sec possible. Donc voilà, à partir de l'année 2016, donc le début de l'année 2016, je me souviens qu'au mois de décembre, au mois de janvier, je me suis fait une blessure au dos qui m'avait mis out de la salle pendant 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc là, c'était une période où j'étais pas bien du tout, encore une fois, arrêt sportif, etc. Et c'est là où j'ai commencé à me restreindre, restreindre. Donc quand je pensais que la maladie était terminée, en fait, ben non, elle était toujours là, sauf que j'avais réussi à changer un petit peu. Et voilà, j'ai commencé à vouloir sécher. Donc même en ayant repris la salle après, je continuais mon objectif, voilà, de sécher petit à petit. Et je suis vite redescendu, hein. C'est allé progressivement, mais je suis descendu, quoi. Je faisais une sèche. Je suis descendu vers les 62, ensuite 60, ensuite voilà, vers 60, je redescendais à... Quand j'étais vers les 60, j'étais plutôt... Enfin, j'arrivais encore à fonctionner, j'arrivais bien à m'entraîner, j'arrivais à maintenir la progression, si on peut dire, mais je progressais vraiment plus trop. Et vient l'été, du coup, enfin juste avant le bac, et je me souviens que les 2 mois avant le bac, j'ai séché, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vraiment séché un truc de malade. Je suis descendu jusqu'à 57 ou 58 kilos. Donc, mais j'étais encore plus sec que avant à 55 kilos. Hein. Je vous dis clairement que là, j'avais jamais vu un niveau de sèche d'une telle manière. Même à la salle, j'avais, même en dehors de la salle, c'était pire. Hein. J'avais des veines de partout, mais vraiment, vraiment, vraiment encore plus qu'avant. Surtout sur les abdos, c'est ça qui m'avait choqué à cette époque-là, c'est que quand je regardais mes abdos dans le miroir, j'avais des veines sur toutes les abdos, de partout. Donc je sais pas à quoi ça correspondait ce pourcentage de masse grasse, mais il était vraiment faible. Et en plus j'étais stressé pour le bac, machin et truc. Je tombe malade le jour de mon évaluation de natation, donc l'épreuve du bac. Donc j'ai dû la rattraper ensuite. Cette année, elle a été pour moi... Elle a bien commencé avec la muscu, mais elle a vite tourné vers un autre extrême, donc c'est-à-dire perdre du poids, redevenir sec, etc. Et je me retrouve un peu dans une impasse vers la fin de l'année. Hein. Je me souviens que les épreuves du bac, je les fais avec quasiment rien dans le ventre, pas d'énergie. Mais j'avais l'impression à cette époque que c'était comme ça que j'arrivais à fonctionner en fait. Pour être focus mentalement, en fait, quand vous êtes en restriction calorique ou vous êtes en situation de famine, entre guillemets, eh ben, pour les tâches cognitives, vous avez peut-être un ralentissement, mais vous avez quand même une certaine stimulation. Vos hormones, l'adrénaline, la noradrénaline, elles sont beaucoup plus sécrétées quand vous êtes en situation de famine, en situation de jeûne. Et donc, peut-être que ça m'aidait à me concentrer. Mais bon, je pense que si j'avais été bien nourri à ce moment-là, j'aurais mieux réussi les épreuves, même si je les ai bien réussies. Hein. Voilà. Mais c'est pour vous dire. Donc, je finis le bac. L'année s'est bien passée. Par contre, l'année, je me fais pas d'amis. Clairement, au lycée, je suis juste dans mon groupe de classe. J'ai des connaissances. J'ai mon pote Benjamin. J'ai d'autres potes aussi avec qui j'allais faire de la natation pour l'entraînement au bac. Enfin, j'avais quand même des amis, j'avais des soutiens. J'avais pas tous mes anciens amis. Il y en a certains que j'ai un peu perdu de vue avec ma maladie, on va dire. Parce que voilà, au lycée, en un an, les gens ils oublient vite ils oublient vite quelqu'un, on va dire. Et du coup, je finis cette année de bac et le lycée est terminé. Donc je décide de reprendre rendez-vous avec mon médecin à la clinique pour lui parler de ma situation. Non, du coup, avant cela, donc l'année de bac se termine, la pression se relâche. Je sais, j'allais travailler cet été,
dans l'usine, comme je vous avais dit auparavant, donc l'usine d'un ami à mon père en tant que job étudiant. Et à ce moment-là, cette année-là, j'étais allé avec ma sœur au salon du Body Fitness, donc qui était à Paris. Donc je crois qu'il est toujours à Paris. Enfin, je sais pas s'il existe encore ce salon. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez ce salon ou pas. Et à cette époque-là, c'était un peu l'époque de l'apogée de YouTube, hein, Thibaut InShape, Nassim Saïli, Bodytime, etc. Le fitness était vraiment en pleine explosion à ce moment-là, on va dire. Enfin, le fitness, le YouTube fitness. Et je vais au salon du Body Fitness avec ma sœur. Ça se passe bien. J'achète des barres protéinées. Des box, donc des grosses box de barres protéinées. Ou alors je sais plus si je les commande après chez MyProtein. Enfin bref, c'est pas important. Mais du coup, j'avais chez moi des grosses box de barres protéinées que je n'avais pas utilisées en fait cette année. Et à la fin de l'année, il y a un soir où du coup j'étais tellement en famine, en restriction après cette épreuve de bac et le relâchement et tout. Et du coup, j'avais vu des potes qui m'avaient dit Pierre, ça va quand même, t'as séché là, t'es vraiment sec. Enfin, tout le monde me faisait des commentaires par rapport à ça, que j'étais sec, qu'il fallait que je mange. Enfin, pas méchamment, mais ils me disaient voilà, Pierre, tu pourrais manger, tu sais, prendre un peu plus, tu te butes à la salle et tout, t'as vraiment une motivation à l'entraînement. Moi, quand j'étais à la salle de sport, les gens m'interpellaient souvent, les gens que je connaissais pas trop à la salle, et je me souviens même d'une femme qui m'avait parlé et qui me disait mais pourquoi tu t'entraînes aussi dur, enfin pourquoi, enfin je te vois, t'es là, t'es à fond dans ce que tu fais de la compétition et tout. Je fais non, j'aime ça en fait, c'est ce que j'aime faire, et en fait les gens comprenaient pas en fait que je puisse être autant motivé. Ils voyaient en fait un jeune individu, je pense assez maigre, qui se butait à la salle et qui prenait pas forcément trop de masse, même si j'avais pris quand même du muscle, mais puisque je me restreignais niveau alimentation, je prenais pas beaucoup, hein, mais enfin je prenais pas beaucoup de poids, mais il me voyait quand même vraiment me donner à la salle. Et du coup, j'avais cette boîte de barres protéinées. Et du coup, un soir, je me suis dit, bon, je vais quand même prendre une petite barre protéinée. Voilà, j'ai le droit de m'en offrir une petite. Hein, après toutes ces restrictions alimentaires qui ont duré, j'ai le droit de m'offrir une petite barre protéinée. En plus, c'est protéiné, ça va pas me faire prendre du gras, etc. Donc voilà, je mange une barre protéinée. Et ensuite, je sais pas pourquoi, là, à ce moment-là, je commence un peu à perdre le contrôle et de me dire, ah, je vais en prendre une deuxième, tu vois, parce que voilà, j'ai bien aimé la première, je vais en prendre une deuxième. Et j'en prends une deuxième, et j'en prends une troisième, et j'en prends une quatrième, et j'en prends une cinquième. Et là, du coup, après, je m'arrête parce que voilà, je commence vraiment à être plein niveau estomac. Et je me dis, putain, c'est bizarre. C'est la première fois depuis des années que j'ai perdu le contrôle sur mon alimentation. Pour moi, ça a été un choc, et de me dire que, voilà, parce que l'anorexie, c'est un trouble, en fait, où vous ne supportez pas perdre le contrôle. Vous devez absolument avoir le contrôle, puisqu'en fait, sur votre alimentation. Puisque les personnes qui souffrent de ces troubles, elles ont l'impression de ne pas pouvoir contrôler leur vie. Et ça, c'est vrai que tout le monde ne peut pas contrôler sa vie. La vie, c'est fait de hauts et de bas, c'est fait de plein d'obstacles, de plein d'événements imprévus. Et les individus se retrouvent en fait en situation de panique et de se dire, en fait, je peux rien contrôler de ma vie, j'arrive pas à contrôler. Du coup, je vais me concentrer sur quelque chose que je peux vraiment contrôler, qui est mon alimentation, qui est mon corps, qui est mon image. Et c'est là d'où viennent un peu tous ces troubles généralement. Bien sûr, il y a des causes familiales, il y a des causes génétiques, il y a des causes environnementales, mais il y a beaucoup cette part de contrôle dans ces troubles-là. Et donc là, je perds le contrôle, et du coup, un peu paniqué, je me dis, bon, ça va passer. Le lendemain, pareil, le lendemain soir, il y avait encore, je crois, une boîte. Et pareil, je prends une barre,
je prends 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres, 6 barres. Et en fait, je vois que j'arrive plus à me contrôler. Et j'arrive plus à me contrôler à un point où je commence à me dire, je peux pas garder ça dans mon ventre, il faut que je fasse sortir. Et à cette époque-là, je me souviens ce jour-là, j'ai essayé de toutes les manières possibles de recracher, de vomir cette nourriture sans pouvoir le faire. Du coup, je me retrouve avec un ventre, enfin, pas un gros ventre, mais un ventre gonflé, quoi, avec tout ce que j'ai mangé. Et je lui dis, mais c'est bizarre quand même que je perde le contrôle à ce point-là et j'arrive pas à me contrôler. Donc demain, voilà, je me restreins plus, je vais compenser pour les calories, etc. Ou alors j'essaye de me rassurer en me disant, t'as consommé presque 300 grammes de prot, il va rien t'arriver, etc. Bon, juste à part des gaz et une digestion horrible, mais sinon il va rien t'arriver de grave. Et après je tombe... Et après, du coup, je prends rendez-vous. J'avais rendez-vous avec le médecin de la clinique pour faire le point, puisqu'elle sautait faire le point, je crois, 1 an après. Et du coup, je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, c'est bizarre, je sens que je commence à perdre le contrôle et je sais pas comment réagir, je sais pas si c'est bien ou pas. Parce qu'en gros, moi, mon corps, il voulait manger. Du coup, en fait, je vais vous réexpliquer. C'est que quand vous restreignez, donc, vous allez voir soit une personne qui est anorexique et qui va un jour perdre le contrôle, soit un compétiteur en bodybuilding ou quelqu'un qui fait un sport de combat et qui doit perdre du poids très rapidement, se restreindre, etc. Une fois que vous avez terminé votre objectif ou quoi que ce soit, que voilà, par exemple la compétition en bodybuilding ou le combat en sport de combat ou en anorexie, vous arrivez à un point où votre corps ne supporte plus en fait la restriction, il commence à dire bon c'est bon, tu m'as saoulé, le cerveau il veut pas me donner à manger, donc je vais faire ce que je veux. Et à partir de ce moment-là, vous lâchez les chevaux complètement, c'est-à-dire que votre corps, il essaye de prendre tout ce qu'il peut au passage. Il essaye de manger tout ce qu'il peut. Il essaye de sauvegarder le plus de calories possible dans le cas où une autre famine arrive. Parce qu'en fait, c'est un mécanisme de survie pour notre corps en cas de famine, si jamais il retrouve de la nourriture, il va essayer de manger le plus de nourriture possible pour ne pas manquer de nourriture si jamais il y a une autre famine qui arrive, donc pour faire des réserves. Et du coup, je vois mon médecin, je lui dis... je lui parle de ce problème-là, elle me dit « Pierre, c'est tout à fait normal, il faut que tu écoutes ton corps, il faut que tu te laisses aller, etc. » Donc j'ai dit « Ok. » Donc je ressors de chez le médecin, et là, pour moi, c'était open bar. C'était bon, ok, le médecin m'a lâché le feu vert, ça y est, je peux manger ce que je veux. Donc là, je commence à manger un peu tout, n'importe quoi, donc des paquets de céréales entiers, plein de choses comme ça. Au départ, en fait, ça me gênait pas trop puisque je voyais pas trop le changement sur mon physique. Je commençais à me remplir vraiment de glycogène et du coup, j'avais un physique encore plus impressionnant que quand j'étais vraiment très 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 sec. Je commence à avoir les muscles qui se congestionnent, etc. beaucoup plus. Quand je vais à la salle, c'est top, etc. Donc du coup, je prends ça pour un point positif. Cependant, il arrive un moment où je mange de la nourriture en cachette, j'essaye d'en acheter, de manger le plus possible. Enfin, tout ce que je peux manger, en fait, je le mange. Tout ce qui passe sous ma main, sous ma vue, je le mange. Et un jour, je me souviens, j'étais chez mes grands-parents et du coup, même chez eux, j'avais ramené des paquets de céréales que je mangeais. Je mangeais un paquet de céréales, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand même, un paquet de céréales entier. Même si c'était des céréales bio, healthy ou je sais pas quoi, ça fait quand même beaucoup de quantité, beaucoup de calories en peu de temps. Et du coup, vous prenez beaucoup de rétention d'eau et beaucoup de gras d'un coup. Et je me regarde dans le miroir et là, je vois mon ventre. Et mon ventre, il est vraiment gonflé, il est énorme. Et il y a ce voile d'eau par-dessus, ce voile un peu d'eau et de graisse. Et du coup, on voit plus mes abdos. Et là, j'étais « Oh putain, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je fais n'importe quoi, faut que je me ressaisisse. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Quand je vais rentrer à la maison la semaine prochaine, je vais être bien, je vais pouvoir faire mon jeûne, puisque là, je commence à me renseigner sur tout ce qui est jeûne intermittent, etc. Jeûne pour détoxer, pour purger. Et du coup, je commence à implémenter un jeûne pendant une semaine. Et je repère
assez vite du gras. En fait, c'était juste pas mal de rétention d'eau, un petit peu de gras, mais pas mal de rétention d'eau. Et je reviens vite à un corps vraiment très très sec et très avec peu de rétention d'eau dessus. Mais après le cycle, et non. Du coup, je passe l'été, à me restreindre et à combattre en fait cette envie de vouloir manger sans m'arrêter, etc. Et j'essaye au contraire, de trouver une solution à ce problème et de me dire peut-être qu'il faut que je mange, mais de manière intelligente pour pas reprendre trop de poids, etc. Mais il faut que je nourrisse mon corps avec les bons ingrédients, etc. La bonne nourriture. Donc là commence un peu une nouvelle obsession de vouloir manger 100% clean, des aliments bons pour le corps, toujours dans l'esprit de garder le contrôle en fait. Et du coup, je reprends à la rentrée ma première année de fac, sachant que j'ai passé un été mouvementé avec ces crises, on peut appeler ça des crises d'hyperphagie, même si c'est pas forcément de l'hyperphagie dans le sens où c'est pas mental ici, c'est vraiment le corps qui réclame les calories et qui réclame la nourriture. Donc vous ne pouvez rien faire à ce moment-là, c'est vraiment incontrôlable. Mais du coup, je reprends l'année universitaire avec, je me dis, bon, je vais faire mes plats, je vais faire mes tupperwares, je vais bien manger, assez de calories pour prendre de la masse musculaire, pour repartir sur une bonne base. Cependant, ça va durer quelques semaines, et puis après, je retombe dans mes travers faut que je maintienne un physique assez sec, faut que en fait, j'arrivais pas à prendre du poids. Je supportais pas. Et là, du coup, je tombe en grosse dépression. Je recommence à faire des crises d'hyperphagie, de tout manger. Et là, un jour où je réussis à me faire vomir pour la première fois. Donc, je vais pas vous expliquer clairement les techniques, etc., comment je faisais pour me faire vomir, machin, mais j'ai réussi à me faire vomir. Et là, ça a ouvert une porte, vraiment, à une autre maladie. Enfin, c'est pas vraiment une autre maladie, c'est l'anorexie. Enfin, c'est souvent ce qui se passe avec l'anorexie, c'est que vous commencez par l'anorexie et puis soit vous récupérez, puis vous récupérez bien d'un coup, soit vous passez par la case boulimie, et ça, c'est une maladie encore plus destructrice que l'anorexie. Malheureusement, la boulimie, ça fait il y a énormément de personnes qui en souffrent, et ça a été pour moi, je pense, l'expérience la plus traumatisante de ma vie. J'ai dû arrêter les cours, hein, clairement. Je pouvais plus continuer. À partir de ce moment-là où j'ai commencé la première fois à me faire vomir, c'était vraiment open bar en fait. C'était je peux manger, je peux faire mes crises, je peux me relâcher quand mon corps vraiment relâche, et puis ensuite je peux me défaire de la nourriture et donc pas prendre de poids. Faut savoir que la boulimie, c'est une maladie qui est le fait de vomir, de se purger, c'est vraiment quelque chose qui est néfaste pour le système digestif, pour les dents, pour le cœur. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire. C'est pas du tout que je recommande, mais pour les personnes qui en souffrent, s'il vous plaît, allez voir quelqu'un. Vraiment, c'est urgent. C'est une urgence vraiment vitale. Je vous dis ça parce que j'ai fini 2 fois à l'hôpital aux urgences à la suite de crises de boulimie, justement, puisque mon cœur battait vraiment bizarrement. Je faisais de l'arythmie et des choses comme ça à cause des crises de boulimie, etc. Donc voilà, c'est quelque chose à ne pas prendre du tout à la légère. Il y a des personnes qui sont mortes suite à des crises, donc voilà. Donc j'arrête la fac. Je dis rien à mes parents dans un premier temps, hein. Je fais croire que je continue à aller à la fac et que voilà, mais en fait mes journées c'était et même il y a un moment où j'arrête d'aller à la salle complètement parce que je pouvais plus, hein. C'était un moment, j'ai été complètement enfermé dans mon monde, enfermé dans ce cercle infernal de la journée, me lever super tard parce que je dormais très très mal à cause de ces crises, avec un mal de ventre terrible. Et la journée, du coup, j'essayais de
de bien manger, sauf qu'à chaque fois que je faisais un repas, en fait, ça partait en crise. C'était à chaque repas, mis à part les repas où il y avait mes parents avec moi, mais sinon les repas où j'étais seul, à chaque fois ça finissait en crise, ça finissait en vomissement. Donc au bout d'un moment, je me disais bon, en fait, ça sert à rien c'est rien de me faire à manger correctement si c'est pour que ça finisse en crise comme ça à chaque fois. Donc pourquoi me prendre la tête? Et mes parents, inquiets, ils commençaient à s'inquiéter de plus en plus. Et du coup, j'ai dû retourner voir mon psychiatre qui était spécialiste par rapport à ça. Et du coup, je parlais avec lui, j'essayais de trouver des solutions, mais ça s'arrangeait pas vraiment. Mes parents cachaient la nourriture à la maison, puisque sinon j'allais tout dévaliser en fait. C'était, pour eux, ça a dû être difficile. C'était pas forcément la meilleure solution, puisque même s'ils cachaient la nourriture, moi j'allais en acheter, et puis je faisais ce que j'avais à faire. Mais voilà, c'était vraiment une période très très difficile, et ça m'a du coup empêché de continuer mon année universitaire. Je pouvais plus être, j'étais plus apte du tout à aller en cours, et ça m'a coûté donc un nouveau séjour dans une clinique. Cette fois-ci, pas dans la même clinique dans laquelle j'ai été, donc la clinique du Grésivaudan. Là, c'était la clinique des Vallées. Je crois que c'est ça le nom, la clinique des Vallées à Annemasse. Donc du coup, cette clinique qui était une pédagogie totalement différente. Donc j'en parlerai dans le prochain épisode, parce que là, je vois que je commence à parler un peu beaucoup par rapport à ça. Mais en gros, après avoir été 2 fois aux urgences, j'ai même un jour fini chez mes voisins, puisqu'en fait il y avait personne chez moi, et je suis allé vraiment chez mes voisins pour leur demander de l'aide. Je leur ai dit il faut appeler les pompiers, il faut appeler mes parents parce que ça va pas bien, et je me sens pas bien, je sens que mon cœur il va lâcher. Et j'ai fini en clinique un peu pas contre mon gré, parce que sur la fin je commençais vraiment à devenir zinzin. Sur la fin je me reconnaissais plus, je ne vivais plus. Ma vie était terminée en fait. Là c'était la fin pour moi, c'était la fin. Je me disais je vais pas survivre de ça, c'est pas possible. Et du coup j'ai fini par accepter d'aller dans cette clinique. Donc on en parlera dans le prochain épisode du podcast. Donc voilà, merci à vous pour avoir écouté cet épisode. Si vous pouvez me laisser une critique sur Apple Podcast, je vous en remercierai beaucoup pour le référencement. Sinon, si vous m'écoutez sur YouTube, laissez-moi un commentaire, un like, dites-moi ce que vous avez aimé, dites-moi si vous souhaitez que je parle d'un autre sujet en particulier ou que j'approfondisse sur un sujet, je le ferai sans problème. Donc voilà, suivez-moi sur YouTube, Instagram, TikTok également. Je suis maintenant sur TikTok. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, et que si vous avez des problèmes, je suis de tout cœur avec vous pour vous aider. Si jamais vous souhaitez me parler en message privé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Allez, salut tout le monde. Bye bye.